Où est-il? Où est-il? Touche-moi. Vincent Price était le roi de l'horreur à Hollywood. Il avait travaillé avec des légendes comme Boris Karloff et Peter Lorre sans aucun problème. Mais en 1972, quelque chose s'est produit sur un plateau de tournage qui a tout changé. Un acteur a essayé de charmer Price en lui chantant de l'opéra. La réponse de Price a été si brutale qu'elle a déclenché une guerre silencieuse de 20 ans. Les deux hommes ont refusé de se parler directement par la suite. Ils utilisaient un intermédiaire pour échanger des messages. La co-star qui l'a réduite au silence est peut-être la dernière personne à laquelle vous vous attendriez. Vincent Leonard Price Jr. est né le 27 mai 1911 à St. Louis, Missouri. 2 semaines plus tard, son père s'est rendu à la conférence de la National Candy Makers Association en tant que leader. C'est pourquoi les gens ont commencé à appeler le bébé Vincent le Candy Kid, enfant bonbon. Son père, Vincent Sr., était le président de la National Candy Company, qui est devenue l'une des plus grandes entreprises de confiserie au monde en 1928. Ils étaient surtout connus pour la fabrication de casse-mâchoires et de bonbons à la gelée. Mais leur fortune n'a pas commencé là. Elle a débuté en 1852 lorsque le grand-père de Vincent, le Dr Vincent Clarence Price, a créé le premier levure chimique à base de crème de tartre. En 1895, il a vendu sa part de l'entreprise pour 1,5 million de dollars, ce qui équivaudrait à environ 38 millions aujourd'hui. Cet argent a presque disparu lors de la panique de 1893, mais d'une manière ou d'une autre, la famille s'est rétablie et est même devenue plus riche au fil du temps. Leurs racines remontent loin dans l'histoire américaine. L'un des ancêtres de Vincent, Ira Green White, a en fait été le premier enfant anglais né dans le Massachusetts Colonial en 1620 sur le Mayflower. Vincent était le plus jeune de 4 enfants. Sa mère, Margaret Daisy Wilcox Price, était institutrice. Elle a veillé à ce que Vincent lise des livres et aime le théâtre, et elle a maintenu des normes élevées à la maison. La famille croyait à la culture et à l'éducation, mais leur entreprise de confiserie n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Comme de nombreuses entreprises au début des années 1900, elle payait les travailleurs très bas salaires, parfois seulement 10 ou 20% de ce que gagnaient les hommes adultes. En 1928, le père de Vincent a construit une usine de confiserie géante au 430 Gravo Avenue. Elle avait un logo lumineux et coloré avec des bonbons dessus. Même s'ils étaient riches, Vincent a dit qu'ils n'étaient pas si riches que les gens les enviaient, mais ils avaient suffisamment de succès pour que les autres les respectent. Ses parents voulaient que leurs enfants perpétuent le nom de famille. Vincent a reçu une éducation approfondie en matière de culture, allant même faire une tournée en Europe à l'âge de 16 ans. Il est entré à Yale en 1933. La maison dans laquelle Vincent a grandi n'était pas une maison ordinaire. Elle se trouvait au 620 Forsyth Boulevard et ressemblait à quelque chose sorti d'un livre d'histoire. La maison a ensuite été intégrée à l'Université de Washington. Elle avait des fenêtres cintrées, de longs couloirs, des détails de style géorgien et même un long couloir utilisé comme galerie d'art. Elle était remplie de livres, de peintures et d'objets rares. Lorsque Vincent avait seulement 12 ans, il a acheté une eau-forte de Rembrandt pour 750 $. C'était une somme énorme pour un enfant, équivalent à des centaines de dollars aujourd'hui. Même enfant, Vincent avait un côté espiègle. Il a, une fois, admis avoir volé des bonbons dans l'usine de son père. Mais il était aussi charmant, et tout le monde l'appelait Vinny. Son amour pour l'art et le théâtre a commencé dans cette grande maison, entourée de belles choses et de livres infinis. Pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, même les familles riches comme les Price ont dû faire face au rationnement. Mais le père de Vincent a utilisé l'entreprise de confiserie pour maintenir leur style de vie. Il organisait des fêtes somptueuses à la maison. Et ces événements ont exposé le jeune Vincent à des artistes, des chanteurs et des numéros de VA.
comme le divertissement était rare en temps. Guerre, la maison des Price est devenue un lieu rempli de joie et de rire. Leurs affaires ont en fait bien marché pendant ces années-là. Le sucre était difficile à obtenir et leur levure chimique était un incontournable pour la cuisine. Ses premières performances ont laissé une grande marque sur Vincent, façonnant son amour pour le théâtre et la narration. L'usine construite en 1928 n'a été possible que grâce aux bons résultats de l'entreprise pendant et après la guerre. Mais la vie n'a pas toujours été tendre avec Vincent. Parce qu'il avait des origines allemandes, Ilonza a été gravement intimidé pendant la Première Guerre mondiale. À la Sainte Louis Country Day School, à partir de 1917, les enfants se sont moqués de lui et l'ont même blessé. Ils pensaient qu'il n'était pas loyal envers l'Amérique. C'était douloureux, surtout que sa famille avait des racines remontant au Mayflower. Il prenait un tramway scolaire appelé le Spécial tous les jours. Un trajet qui durait 40 minutes et était souvent accompagné de plus d'intimidation. Ces années difficiles ont forgé sa force intérieure. Elles lui ont également permis de se soucier profondément de la justice et de l'équité plus tard dans sa vie. Son expérience en tant qu'étranger l'a aidé à jouer des personnages incompris avec une émotion réelle dans ses films d'horreur. Vincent a commencé la 6e année à la St. Louis Country Day School en 1922. Il s'est fait remarquer tout de suite. L'école avait un tout nouvel auditorium qui pouvait accueillir 500 personnes. Et en 1925, Vincent faisait déjà partie du groupe de théâtre de l'école, de Trois d'Or. Il a commencé petit dans un spectacle intitulé Pickles en 1927. En 1928, il a joué un capitaine de l'armée espagnole dans El Bandido et lors de sa dernière année, il a joué le rôle principal dans All at Sea. Il ne faisait pas qu'agir. Il était également le trésorier du groupe, prouvant qu'il pouvait gérer à la fois la créativité et la responsabilité. Le directeur de l'école et sa femme croyaient tellement en lui qu'ils ont créé des albums de ses performances. En 1929, Vincent a commencé à étudier à Yale pendant la Grande Dépression. C'était une période difficile et il a dû travailler dur juste pour suivre des cours d'histoire de l'art. Il a figuré sur la liste du doyen pour pouvoir étudier ce qu'il aimait. Il a obtenu 2 diplômes, l'un en histoire de l'art et l'autre en anglais, et a obtenu son diplôme en 1933 à l'âge de 22 ans. Yale lui a donné accès aux spectacles de Broadway avant leur ouverture, ce qui l'a fait tomber encore plus amoureux du théâtre. Il a également regardé presque tous les films réalisés entre 1930 et 1933. Il a dit que cela l'avait aidé à comprendre le jeu d'acteur. Il a même rejoint le Yale Glee Club et a continué à enrichir sa collection d'art. En 1934, avec 900 $ de ses parents, Vincent est allé à Londres pour étudier au Courtauld Institute of Art. L'école était remplie d'esprits brillants qui avaient fui la montée d'Hitler en Europe. Mais Vincent s'est laissé distraire. Il a commencé à sécher les cours pour jouer de petits rôles au théâtre. Un jour, un ami l'a emmené au Gate Theatre. Ils avaient besoin d'Américains pour la pièce Chicago et Vincent a été engagé sur place. Ce petit rôle a mené à quelque chose de plus grand. Il s'est fait remarquer pour sa ressemblance frappante avec le prince Albert et s'est vu offrir le rôle dans Victoria Regina. En quelques mois, il est passé de 5 $ par semaine à Londres à 250 $ par semaine à Broadway, et c'était plus de 9 fois plus de salaire. Ce moment de chance a lancé toute sa carrière d'acteur. Avant cette grande percée, Vincent a travaillé comme enseignant à New York en 1935. À la Riverdale Country School, il enseignait l'histoire de l'art, conduisait le bus, entraînait l'équipe de soccer et surveillait les dortoirs. Il pensait que les élèves devaient voir de l'art réel, alors il les emmenait dans des musées, ce qui a contrarié certains parents. Même s'il ne gagnait pas beaucoup d'argent, le travail l'a maintenu stable tout en restant proche du monde du théâtre. En décembre 1935, Vincent a fait ses débuts à Broadway dans le rôle du prince Albert, aux côtés d'Ellen Hayes. Il n'avait que 24 ans, mais en coulisses, il était terrifié. Il s'est évanoui pendant les répétitions à cause d'une panique intense.
d'autres acteurs ont dû le ranimer plus d'une fois. Pourtant, le spectacle a été joué 203 fois et a connu un grand succès. Les gens plaisantaient en disant que Vincent interprétait le rôle d'un prince faible selon la méthode Stanislavski. Son prochain grand chapitre a commencé lorsque Orson Welles l'a invité au Mercury Theatre en 1938. Au début, Vincent admirait Welles et le qualifiait de génie, mais les choses ont vite mal tourné. Welles séchait souvent les répétitions, ce qui stressait tout le monde. Les lettres de Vincent montrent sa frustration croissante. Leurs disputes en coulisses sont devenues si intenses que d'autres craignaient qu'elles ne dégénèrent en violence physique. Malgré tout, Vincent est resté ami avec d'autres acteurs de Mercury comme Joseph Cotton et Norman Lloyd. En avril 1938, Vincent a épousé l'actrice Edith Barrett. Le mariage était charmant, mais le couple était fauché. Des amis comme Orson Welles ont aidé avec des cadeaux. Ils vivaient dans un petit appartement infesté de cafards tout en essayant de trouver du travail d'acteur. Leur fils Vincent Barrett est né en août 1940, mais les problèmes d'argent et le stress ont anéanti le mariage. En 1948, ils ont divorcé. Edith a obtenu la garde exclusive et Vincent a perdu la plupart de ses économies et sa famille. La carrière hollywoodienne de Vincent n'a pas non plus commencé en douceur. En 1938, il a joué dans son premier film, Service Dukes, mais il a failli être renvoyé pour avoir improvisé des répliques. Le réalisateur détestait ça, mais l'actrice principale Constance Bennett l'a défendu et a sauvé son rôle. Malgré tout, l'expérience a tellement effrayé Vincent qu'il est devenu excessivement prudent avec les réalisateurs par la suite. En 1941, il a joué dans le succès de Broadway Angel Street dans le rôle d'un mari cruel qui rendait sa femme folle. La pièce a connu un succès massif, étant jouée 245 fois. Mais le rôle a consumé Vincent émotionnellement. Il a commencé à se comporter comme son personnage en dehors de la scène, et sa co-star Judith Evelyn détestait travailler avec lui. En 1942, il a eu une dépression nerveuse complète. Il a été retrouvé catatonique dans sa loge et a dû être hospitalisé. Il a été remplacé, mais cette dépression est devenue légendaire à Broadway. Vincent Price n'a jamais prévu de devenir une icône de l'horreur. Au début des années 1940, il espérait encore être un premier rôle romantique, mais tout a changé en 1944 lorsqu'il a joué Shelby Carpenter dans Laura. Il a été payé 25 000 $ pour le rôle, et cela a choqué tout le monde. Il n'était pas l'homme doux et charmant auquel les gens s'attendaient. Il était sournois, faux et dangereux. Les critiques l'ont décrit comme ayant des lèvres de coussin et une voix comme du miel. Mais sous cette surface lisse, son personnage était un gigolo manipulateur. Le rôle était si fort que la 20th Century Fox ne l'a plus jamais regardé de la même manière. À seulement 33 ans, ses jours de héros romantique étaient terminés. Il était désormais le méchant. Et ce changement est resté. 2 ans plus tard, sous le choc, il est allé encore plus loin. Il a joué un psychiatre qui a assassiné sa femme et a séduit son infirmière. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur. Vincent l'a pris au sérieux. Il a passé 3 semaines à l'hôpital Bellevue, à observer de vrais patients psychiatriques, à étudier la thérapie par électrochoc et même à apprendre à faire de fausses injections d'insuline. Il a hypnotisé les membres de l'équipe sur le plateau juste pour se préparer. Ce qu'il a créé était si dérangeant que des groupes de santé mentale ont supplié les cinémas de ne pas projeter le film. Ils craignaient que cela n'empêche les anciens combattants d'obtenir de l'aide. Certains cinémas l'ont complètement interdit, le qualifiant de moralement malade. En 1948, pendant les 3 Mousquetaires, une scène de combat à l'épée avec John Kelly a mal tourné. Une épée factice émoussée s'est avérée être réelle. Elle a entaillé la main droite de Price si profondément que les tendons ont cédé. Il a perdu 2 pintes de sang et a eu besoin de 47 points de suture. Du sang a giclé sur son costume de cardinal pendant que les caméras tournaient encore. Vincent a refusé d'arrêter le tournage. La MGM a interrompu la production pendant 3 semaines,
perdant 180 000 $, mais il a continué. Ce dévouement lui a valu un contrat de 7 ans d'une valeur de 2 millions de dollars. Mais sa main droite n'a jamais complètement guéri et il a dû favoriser sa gauche dans chaque scène d'épée par la suite. À peu près à cette époque, le FBI a commencé à le surveiller. Entre 1947 et 1950, ils l'ont soupçonné d'être un communiste. Ils ont mis son téléphone sur écoute, ont lu son courrier et ont interrogé ses amis. Pourquoi? Parce qu'il avait collecté des fonds pour les réfugiés de la guerre civile espagnole et avait rejoint quelques groupes pacifistes. En 1954, Kamel Cigarette l'a brusquement renvoyé d'une émission de télévision populaire, ce qui lui a coûté 75 000 $ par an. Il a soudainement été banni de la télévision. Pour sauver sa carrière, il a secrètement écrit une lettre de 5 pages à J. Edgar Hoover niant tout. Sa famille n'en a été informée qu'après sa mort. Le dossier du FBI comptait plus de 200 pages. Ils ont blanchi son nom juste avant qu'il ne soit soupçonné d'une tentative de suicide en 1945. Personne n'en a parlé. En 1949, lors du tournage de The Bribe, un scandale a éclaté. Ava Gardner voyait secrètement Robert Taylor et Vincent Price en même temps. Lorsque son mari Mickey Rooney l'a découvert, il a menacé de poursuivre la MGM pour 500 000 $ à moins qu'il ne les renvoie. Vincent était déjà marié à Edith Barrett, mais il a été surpris en train de quitter l'hôtel d'Ava à 3 heures du matin. Cela a fait la une des journaux. Le réalisateur a démissionné. Un nouveau est arrivé et leur a fait retourner toutes les scènes d'amour. La MGM a perdu 322 000 $. Ava a avoué plus tard qu'elle était avec Vincent depuis 4 mois. Elle a dit qu'il était beaucoup plus passionné que les gens ne le pensaient. En 1953, House of Wax a tout changé. C'était son premier grand film d'horreur et il était vraiment terrifiant. Son maquillage de brûlé semblait si réel que le studio lui a interdit l'accès à la cafétéria. Une femme s'est évanouie en le voyant. Pendant les tests de maquillage, il s'est réellement brûlé. Ses sourcils et ses cils ont été roussis. Les choses ont empiré lorsqu'un feu d'artifice s'est emballé. Il a brûlé un trou dans le toit du plateau de tournage. Les pompiers se sont précipités, mais le réalisateur, qui n'avait qu'un œil et ne pouvait même pas voir en 3D, a continué à filmer. Ce film a fait de Price une star de l'horreur. Mais cela a eu un coût physique réel. En 1958, The Fly a poussé les choses encore plus loin. Vincent a joué le frère d'un homme qui s'est accidentellement transformé en monstre. Le moment où la mouche à tête humaine crie « Aidez-moi! Aidez-moi !» a hanté les spectateurs pendant des années. Le costume de mouche était si réaliste qu'il a donné des cauchemars à Vincent. Le film était basé sur une histoire publiée pour la première fois dans Playboy et il a connu un tel succès qu'il a eu 2 suites, Return of the Fly en 1959 et Curse of the Fly en 1965. Le lien de Price avec l'horreur était maintenant permanent. Puis est venu House on Haunted Hill en 1959. Vincent a joué un millionnaire qui a offert à 5 étrangers 10 000 $ chacun s'ils pouvaient survivre une nuit dans son manoir hanté. Lors d'une scène, un squelette a volé au-dessus de la foule sur un fil, faisant crier les gens jusqu'à ce que des adolescents commencent à lui lancer des bonbons. Certains parents se sont plaints que la performance de Vincent ait trop effrayé les jeunes acteurs sur le plateau. Le film utilisait des astuces comme des sonneries sous les sièges et des comptes à rebours avant les sauts. Les sauts de peur. C'était idiot, mais ça a marché. Vincent était maintenant le roi de l'horreur. La même année, sa vie personnelle s'effondrait. Sa femme, Edith Barrett, autrefois une actrice respectée, était aux prises avec une maladie mentale, l'alcool et la toxicomanie. Leur mariage s'est effondré en 1948. Il a perdu la garde de son fils, Vincent Barrett Price. Edith est devenue recluse et est décédée dans une maison de retraite en 1977. En 1949, il a épousé la créatrice de costumes Mary Grant. Ils ont eu une fille, Victoria, en 1962.
Elle a été nommée d'après Victoria Regina, la pièce qui a lancé sa carrière. L'évolution de Vincent vers des rôles d'horreur s'est produite alors que sa vie réelle était remplie de stress et de chagrin. Cette douleur émotionnelle a rendu ses personnages torturés encore plus réels. Toujours en 1959, il a joué dans The Bat, un mystère de meurtre qui se déroule dans une maison effrayante. Price a joué le Dr. Wells, un personnage louche soupçonné d'être le tueur. C'était son troisième film d'horreur cette année-là. Les autres étaient Return of the Fly et The Tingler. The Bat avait une musique jazz effrayante d'Alvino Ray et est sorti en double programme avec The Mummy dans les cinémas des petites villes. Les photos publicitaires ont veillé à ce qu'il ressemble exactement à ce qu'il était dans House on Haunted Hill, renforçant sa nouvelle image de méchant d'horreur. Puis vint 1960. House of Usher a marqué son premier film d'Edgar Allan Poe avec le réalisateur Roger Corman. Corman a tourné l'ouverture dans une forêt brûlée pour lui donner un aspect hanté. Le film n'avait que 4 acteurs, mais cela n'avait pas d'importance. C'était effrayant et atmosphérique. Ce succès a lancé toute une série de films de Poe et Price et est devenu la voix de ces histoires. En 1961, The Pit and the Pendulum a de nouveau poussé le danger dans la vie réelle. L'acteur John Kerr a été attaché pour une scène de torture avec une lame géante oscillante. La fausse lame s'est collée à sa poitrine. Ils ont donc utilisé une vraie lame peinte pour avoir l'air fausse. La lame est passée à quelques centimètres de lui alors qu'elle oscillait sur un arc de 15 mètres. Il n'avait qu'une ceinture en acier pour le protéger. Corman a même supprimé une image de film sur 2 pour que la lame ait l'air plus rapide et plus dangereuse. Ils ont utilisé un objectif grand angle pour que la chambre de torture ait l'air beaucoup plus grande qu'elle ne l'était en réalité. Cette astuce de tournage a été copiée par de nombreux autres réalisateurs d'horreur par la suite. En 1963, Price était devenu si célèbre dans l'horreur que Corman a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. The Raven était en partie horreur, en partie comédie. Il mettait en vedette Price, Boris Karloff et Peter Lorre avec un jeune Jack Nicholson. Mais les choses en coulisses étaient chaotiques. Peter Lorre n'arrêtait pas d'improviser, ce qui a agacé Karloff. Les caméras ont filmé Carlo ayant du mal à descendre les escaliers. Price a adoré l'opportunité de travailler avec un vrai corbeau. Le duel entre Price et Karloff est devenu emblématique et a même inspiré des scènes dans des films ultérieurs comme Big Trouble in Little China. Vincent Price était plus qu'un simple acteur de films d'horreur. C'était un homme complètement consumé par les rôles qu'il jouait. Lorsqu'il a signé pour le rôle de l'abominable Dr. Phibbs en 1971, il n'a pas fait que jouer le rôle. Il a plongé au plus profond des histoires anciennes qui le sous-tendaient. Il a passé des mois dans les bibliothèques théologiques de Londres à étudier les displays d'Égypte. Il a même apporté sur le plateau des croquis dessinés à la main remplis de lettres hébraïques liées aux malédictions bibliques. Son obsession ne s'est pas arrêtée là. Il a utilisé des pièces de sa collection d'art personnel de 2 millions de dollars pour aider à construire l'apparence de l'antre du Dr. Phibbs. Il a même visité des musées égyptiens pendant des semaines, apprenant comment les morts étaient conservés et s'exerçant sur des restes d'animaux pour que cela paraisse réel. Mais derrière la caméra, les choses s'effondraient. En 1572, alors qu'il travaillait sur Dr. Phibbs Rees Again, tout a explosé lorsque Price a entendu un publiciste mentionner que le studio prévoyait de le remplacer par Robert Quarry. Price n'en avait aucune idée. Quarry a essayé de le charmer en chantant de l'opéra, mais Price a rétorqué « Eh bien, je savais que vous n'étiez pas un acteur ». Cette simple phrase a déclenché une guerre silencieuse entre les deux hommes qui a duré 20 ans. Price a découvert qu'il était mis à l'écart parce que son salaire de 75 000 $ par film était trop élevé pour un studio à la recherche de stars moins chères. La production a coûté environ 150 000 $. Mais la tension sur le plateau était si forte que Price et Quarry ont refusé de se parler, utilisant d'autres personnes pour échanger des messages. Les choses ont empiré avec le film Madhouse en 1964.
Le titre original était The Revenge of Dr. Her Death, mais le scénario était tellement bâclé que les acteurs l'ont reçu un vendredi et ont commencé à tourner le lundi suivant. Price était furieux lorsqu'il a appris que le studio l'avait prévu pour Quarry depuis le début et lui avait donné ce qu'il appelait un caméo dans ma propre carrière. Il a dit au réalisateur « Voilà ce que 14 ans de loyauté vous rapporte, une mort par compassion ». Le film de 300 000 $ était si bon marché que de vieux clips d'horreur ont été insérés juste pour le rallonger. Price a passé la plupart de son temps seul dans sa caravane, refusant de le promouvoir. Cela a marqué la fin d'un long chapitre avec AIP, un partenariat qui avait rapporté plus de 50 millions de dollars. Dans sa vie personnelle, les choses n'étaient pas plus calmes. Son mariage avec Mary Grant, qui avait duré 24 ans, s'est effondré en 1973. Pendant le tournage de Theatre of Blood, au milieu de 1972, Price est tombé amoureux de Coral Brown, une actrice de 58 ans qui pensait au départ qu'il ressemblait à une vieille créature sale. L'actrice Diana Rigg les a mis en contact, organisant des dîners et des rencontres discrets. Le moment où tout s'est dénoué est arrivé le 18 mars 1973, lors de l'apparition de Price dans This Is Your Life. Mary n'était au courant de rien concernant cette liaison. Juste après l'émission, Price lui a tout dit. Le 15 août 1973, ils étaient divorcés. Mary est repartie avec 500 000 $ et la garde de leur fille, Victoria. Elle a blâmé sa longue histoire de chute amoureuse pour les jeunes femmes dramatiques, pointant vers des rumeurs passées concernant Annie Mae Wong et Diana Durban. Plus tard cette année-là, Price a travaillé sur un dessin animé de vacances intitulé The Little Troll Prince, où il a été payé 25 000 $ pour faire le travail de voix. Mais l'enregistrement s'est transformé en une tempête. Il s'est battu avec les producteurs qui voulaient changer le script. Price pensait que c'était un manque de respect envers l'intelligence des enfants. Il a enregistré des lignes simples, 15 à 20 fois, juste pour bien les faire. Quand on lui a dit d'accélérer pour les pauses publicitaires, il a crié « Je ne joue pas pour des chronomètres ». Il a même ajouté des notes théologiques au script sur les légendes des trolls et a refusé de le valider tant qu'il n'avait pas apporté ses modifications. Ces modifications ont retardé le dessin animé de 3 mois et ont coûté 75 000 $ supplémentaires. Price a de nouveau choqué tout le monde en 1967 lorsqu'il a abandonné les films pour se concentrer sur la cuisine. Lui et Mary avaient publié un énorme livre de cuisine en 1965 avec plus de 456 pages. Il contenait des recettes de restaurants du monde entier, comme l'Ivy à Londres et Sardis à New York. Il a commencé à faire des émissions de cuisine et à voyager pour des événements culinaires. Son émission Cooking Price-Wise en 1971 est devenue un succès. Leurs dîners à la maison sont également devenus célèbres. Mary créait de nouveaux plats dans un four de plain-pied et Price recréait les repas des restaurants qu'ils avaient collectionnés lors de leur voyage. En 1982, le jeune cinéaste Tim Burton a créé un court-métrage intitulé « Vincent » et a demandé à Price de le narrer. À ce moment-là, Price luttait déjà contre les premiers stades de la maladie de Parkinson. Au lieu de le cacher, il a utilisé ses tremblements et ses difficultés d'élocution réelles dans la voix off. Cela n'a fait que rendre le film de 6 minutes plus puissant. Price a appelé cela la chose la plus gratifiante qui lui soit arrivée et a dit qu'il avait l'impression d'une véritable immortalité. Le film n'a été projeté que dans un seul cinéma de Los Angeles, mais il a remporté des prix à Londres, Chicago, Seattle et en France. En 1986, Price a enfin pu faire quelque chose dont il rêvait depuis des années. Il a prêté sa voix à un méchant de Disney. À 75 ans, il est devenu le professeur Ratigan dans The Great Mouse Detective. Sa performance était si exagérée et dramatique que Disney a failli couper ses lignes parce qu'elles étaient trop effrayantes. Mais les animateurs ont adoré. Ils ont esquissé ses gestes réels et les ont mis directement dans le personnage. Les improvisations de Price ont transformé Ratigan en l'un des méchants les plus mémorables de Disney.
Mais derrière les rires, Price cachait quelque chose de grave. Son projet de vente d'art avec Sears, qui s'est déroulé de 1962 à 1971, s'est transformé en scandale. Sears lui avait donné le contrôle total pour choisir l'art, et plus de 5000 pièces ont été vendues, y compris des œuvres de Rembrandt, Picasso, Goya et Dali. Les prix variaient de 10 à 3000 dollars. Mais bientôt, les critiques ont remarqué que Sears vendait également des reproductions qui se ressemblaient presque à l'identique. Certains acheteurs ont payé 800 dollars pour ce qu'ils croyaient être un véritable Mondrian ou Picasso, et personne ne pouvait dire si c'était authentique. Même si Price avait de bonnes intentions, la réputation de la collection a été endommagée. En 1987, Price a rejoint B. Davis dans The Whales of August. Le film aurait dû être un adieu tranquille, mais leur vieille querelle est revenue de plus belle. Davis, qui avait subi un accident vasculaire cérébral, a traité Price de nom cruel. Il s'était battu dans les années 1940 et l'amertume est revenue en force. Ils ne pouvaient pas être dans la même pièce sans tension. Chaque soir, ils appelaient le réalisateur pour se plaindre l'un de l'autre. La maladie de Parkinson de Price s'était aggravée à ce moment-là. Et Davis luttait contre ses propres problèmes de santé, mais il ne pouvait pas enterrer le passé. Même son mariage avec Coral Brown était loin d'être traditionnel. Elle était bisexuelle et, en 2015, la fille de Price, Victoria, a révélé que son père avait également eu des relations amoureuses avec des hommes. Lorsqu'elle lui a fait son coming out en 1944, il lui a dit « Je sais exactement ce que tu ressens parce que j'ai eu des relations profondes et affectueuses avec des hommes. » Il est devenu l'un des premiers alliés LGBTQ+ d'Hollywood, rejoignant PFLAG et s'exprimant pendant la crise du sida. Il a même enregistré des messages d'intérêt public pour sensibiliser le public à une époque où les autres gardaient le silence, mais sa santé n'a cessé de décliner. Dans les années 1980, il a été diagnostiqué avec un emphysème à cause d'années de tabagisme. Pendant le tournage de Dead Heat en 1988, il s'est effondré sur le plateau. Il avait constamment besoin d'oxygène entre les scènes, mais a refusé d'arrêter. Il n'avait été engagé que pour 3 jours, mais il s'est porté volontaire pour travailler plus longtemps sans salaire supplémentaire. En 1990, il a fait sa dernière apparition au cinéma dans Edward Scissorhands. Le réalisateur Tim Burton l'idolâtrait depuis son enfance, mais pendant la scène de mort émouvante, Price s'est évanoui à plusieurs reprises. Ses mains tremblantes étaient réelles. La maladie de Parkinson rendait même difficile la parole. Sa fille Victoria est apparue dans le film en tant que journaliste, ajoutant un adieu personnel et silencieux. Le rôle ressemblait à un adieu au monde. Victoria et Vincent ont eu une relation difficile. Née le 27 avril 1962, elle s'est souvent sentie abandonnée. Quand il a épousé Coral, les choses ont empiré. Elle a écrit plus tard que son père avait autrefois admiré Hitler dans les années 1930 et était même allé à l'un de ses rassemblements. Elle a également révélé que lorsque sa santé déclinait, elle pouvait passer des semaines sans le joindre. Mais à la fin, elle est devenue son aidante, déménageant à Los Angeles, alors qu'il perdait sa capacité à marcher, à parler et à respirer par lui-même. En 1992, Price a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Il a arrêté tout travail, y compris sa série bien-aimée de PBS Mystery. Mais ce qui a le plus surpris les gens, c'est la dépression qui a suivi. Il a commencé une thérapie intense et a finalement admis des années de culpabilité quant à la façon dont ses choix avaient affecté Victoria et d'autres. Il a passé la dernière année de sa vie principalement au lit, luttant non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre le poids émotionnel d'une vie. Il est décédé le 25 octobre 1993 à l'âge de 82 ans. Après sa mort, une amère bataille juridique a éclaté au sujet de sa collection d'art. Sa femme Coral était décédée en 1991 et la collection, qui comprenait des œuvres de Dali, Chagall et Rembrandt, s'est retrouvée embourbée dans des années de réclamations juridiques.
Bien qu'il ait fait don de 90 pièces à l'East Los Angeles College en 1957, le reste de la collection est devenu partie intégrante d'une longue et désordonnée bataille judiciaire. Au total, Price avait joué dans plus de 110 films, dont seulement une vingtaine étaient des films d'horreur. Sa voix dans Thriller de Michael Jackson en 1983 n'a nécessité que 2 prises. Il a été payé 20 000 $ mais n'a pas pris de redevance, une décision qui lui a coûté des millions. Mais il ne s'en est jamais soucié. Il a dit que ce qui importait le plus était le travail lui-même. Le Vincent Price Art Museum détient maintenant plus de 9000 pièces et maintient son héritage en vie. Son influence se manifeste encore dans les films d'horreur modernes et dans le travail de Tim Burton. La dernière révélation de sa fille est venue en 2015. Elle a dit qu'elle était presque certaine que son père avait eu des relations amoureuses avec des hommes, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient. Pendant les années de la liste noire d'Hollywood, Price a survécu non pas en cachant qui il était, mais en défendant ce en quoi il croyait. Il n'a jamais été qu'une icône de l'horreur. C'était un homme de profondes contradictions, de courage silencieux et d'influence durable.